Franchement, une petite pause, ça va faire du bien. Une pause de 3 semaines, ça va nous faire du bien. Mais quand même, là, quand je vois ce genre de Grand Prix, j'ai pas envie que ça s'arrête. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on débriefe ensemble ce Grand Prix de Hongrie 2025, un Grand Prix où il s'est passé plusieurs choses. Un Grand Prix qui nous a tenus jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tour. Un Grand Prix rempli de suspense et je vais vous en parler aujourd'hui. Petite modification, les amis, vous me direz ce que vous en pensez, j'attendrai vos avis comme toujours dans les commentaires. Là, exceptionnellement, je ne vais pas faire le résumé de la course. Je me suis dit que pour les Grands Prix en journée, ça ne change pas grand-chose que je laisse ou non le résumé de la course. Et je n'oublierai pas, bien sûr, certains aspects très importants, tels que la stratégie ou même les pneumatiques. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner, comme d'habitude et comme toujours, tous les détails à savoir, enfin du moins, les informations les plus importantes. Donc nous ressortons de ce Grand Prix de Hongrie avec une très belle victoire de Lando Norris. Lando Norris qui s'est battu jusqu'à la fin face à son coéquipier Oscar Piastri. Une bataille qui n'était pas loin de l'accrochage. Oscar Piastri, qui était sur une stratégie différente, a tout tenté pour dépasser son coéquipier, en vain malheureusement pour lui. Et nous avons pu également constater d'autres équipes qui ont pu revenir, ou même d'autres équipes qui n'ont malheureusement pas pu revenir, notamment Charles Leclerc qui n'a vraiment pas du tout été récompensé à la fin de cette course. Charles Leclerc qui est resté en tête pendant plus de la mi-course, Verstappen qu'on n'a pas du tout vu, Russell qui remonte sur le podium après une période beaucoup plus difficile pour Mercedes, on va en parler juste après puisqu'il y a eu quelques changements sur la W16, et également d'autres équipes telles que Aston Martin qui a retrouvé certaines couleurs. Donc on est parti désormais pour les top flops et on commence comme toujours par le vainqueur du Grand Prix, Lando Norris. Alors concernant Lando, là je sais très bien ce qui va se passer puisque j'ai l'impression que quand on parle de Lando Norris, on a toujours tendance à pointer soit ses erreurs, soit le fait qu'il est par moments avantagé par son écurie, et ça je vais y revenir parce que je trouve que ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui il avait une stratégie différente, la stratégie à un arrêt était bien meilleure que celle à 2 arrêts, on a pu le voir aujourd'hui, la plupart des pilotes qui se sont arrêtés qu'une seule fois ont eu un avantage jusqu'à la fin de cette course. Donc je sais que Norris ne fait jamais l'unanimité, je sais très bien que c'est un pilote qui est extrêmement critiqué, et malgré cela, je vais avoir aucun mal à dire la vérité. Lando Norris a gagné ce Grand Prix de Hongrie, Lando Norris a fait une très bonne stratégie, il a très bien géré ses pneus, et le deuxième relais, c'est une masterclass. Et autre chose à prendre en compte, et ça je vous le dis depuis 2-3 semaines en arrière, j'ai retrouvé le Lando de 2024. Oui, ce n'est pas un Lando aussi froid que Oscar Piastri. On sait très bien que par moment, ses victoires se jouent sur certains détails, alors que Oscar Piastri, lui, de son côté, ses victoires se jouent plus sur ce qui se passe en piste, et c'est une réalité. Mais tout de même, j'ai retrouvé un peu le Lando de 2024. Là, sur les 4 derniers Grands Prix, Lando, c'est 3 victoires. Il est en train de revenir en ce milieu de saison, et je trouve que c'est une très bonne chose. Si je reviens un peu sur sa course, bon, il prend déjà un très mauvais départ. Enfin, c'est pas non plus un mauvais départ, il est bloqué par son coéquipier à l'intérieur. Donc il va se retrouver à la 5e position, il va dépasser Fernando Alonso dans la foulée, puis ensuite il va bloquer sur George Russell, et c'est à partir de ce moment-là que la stratégie à un seul arrêt va s'installer pour Lando Norris. Il va s'arrêter au 32e tour pour les durs. Il va continuer jusqu'à la fin de ce Grand Prix. La gestion des gommes de Lando aujourd'hui était vraiment impressionnante. Déjà rien que quand il est ressorti des stands, il a littéralement fondu sur son coéquipier. Et c'est pour cela que Piastri s'arrête. Puisque la dégradation était beaucoup trop présente, Piastri va s'arrêter au 19e tour de course. C'est beaucoup trop tôt. Un deuxième arrêt était obligatoire. Cela a mis Piastri en très grande difficulté. Maintenant, si j'en reviens au débat de la stratégie, puisque là, j'ouvre les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que Piastri, McLaren est totalement en train de lui détruire sa saison. Alors, moi, je suis d'accord pour dire, et ça, attention, parce que moi, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, et d'ailleurs, je serais curieux de savoir le vôtre. Je suis d'accord pour dire que Lando a par moments été avantagé pour la stratégie sur certains Grands Prix. Si on comptabilise un petit peu les bonnes stratégies, elles étaient plus du côté de Lando Norris que du côté d'Oscar Piastri. Ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, plus précisément, il faut comprendre quelque chose. L'erreur de McLaren, et je ne veux même pas dire l'erreur de Piastri, parce que Piastri, il est parti deuxième, il est arrivé deuxième, il a fait sa course, il a tout tenté. Et je vais également le mettre dans les tops, bien sûr, sans aucune hésitation possible. Il aurait largement mérité la victoire également. Mais l'erreur de McLaren, l'erreur de Piastri, c'est pour cela qu'on a une impression que Lando a été avantagé. C'est que McLaren et Piastri ont trop focalisé la stratégie sur Charles Leclerc. Et il y a eu un passage radio à un moment donné. On a demandé à Piastri, et je ne sais même pas pourquoi on lui demande ça, parce que du côté de Norris, j'ai vraiment l'impression que eux ils ont compris. On a demandé à Piastri, écoute, tu préfères avoir une stratégie par rapport à Leclerc, ou tu préfères avoir une stratégie par rapport à Norris? Et à ce moment-là, Norris était 4e. Et Piastri, il répond directement, moi je veux une stratégie par rapport à Norris.
C'est logique, c'est son concurrent direct au championnat du monde. Et c'est là où on en revient à l'erreur de McLaren. C'est que McLaren, en voulant absolument aller chercher la victoire, eh bien ils en ont peut-être un petit peu trop oublié le coéquipier derrière. Puisque oui, Norris était 5e, on pouvait forcément se dire que Norris n'était plus une menace, mais non, Norris il est dans une McLaren. C'est sûr qu'à un moment donné il va revenir. Et même je n'ai même pas envie de parler d'avantage qui est avantagé ou non, je pense que les deux pilotes font de l'excellent travail, et je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne qu'on n'est plus en début de saison. Aujourd'hui McLaren est coupé en deux, et c'est une réalité. Maintenant que le championnat constructeur normalement devrait être pris d'ici peut-être, je pense, Monza, bah après le championnat constructeur, ça sera une véritable guerre. Les deux pilotes ne vont plus établir des stratégies par rapport à leurs coéquipiers. Là où auparavant on donnait l'avantage stratégique aux pilotes qui partaient devant, aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas. Donc je ne comprends pas d'où vient ce débat de oui on avantage tel ou tel ou tel. Je ne comprends pas vraiment pour tout vous dire. Je trouve que les deux pilotes ont fait leur course, ils ont tenté une stratégie différente, une stratégie qui aurait très bien pu fonctionner pour l'un comme pour l'autre. Si Oscar Piastri avait dépassé Lando Norris en fin de course, il n'y aurait même pas eu ce débat. Moi j'aimerais juste féliciter McLaren pour leur travail depuis ce début de saison, 4e doublé d'affilée, c'est juste dingue. Ils sont en train de nous faire un milieu, une fin de saison exceptionnelle. J'aimerais également féliciter les ingénieurs, féliciter les mécanos. Aujourd'hui, on a eu un arrêt de 1,9 secondes le plus rapide de la saison. On a tendance à être beaucoup trop focalisé sur les pilotes ou même sur la piste, mais on n'en parle vraiment pas assez du travail que peut faire McLaren derrière. Donc bien joué à eux et ils méritent totalement la victoire aujourd'hui. On continue avec le prochain top. Je vais mettre George Russell. Très belle course du pilote britannique. J'ai adoré sa course, aucune erreur commise. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était bien sûr le niveau de performance de la W16. Une Mercedes qu'on sentait beaucoup plus en difficulté lors des dernières semaines. Je pense aux évolutions qui n'ont pas vraiment aidé, qui étaient plus là pour améliorer le refroidissement. Je pense à la TD18 qui a eu un impact extrêmement négatif pour Mercedes. Et là, on arrive en Hongrie, on change la suspension arrière. Et force est de constater que cela a plutôt bien fonctionné. Ça lui a permis, après le deuxième arrêt, de remonter sur Charles Leclerc. Ça lui a permis d'avoir une bien meilleure dégradation et donc de se hisser sur le podium. Donc voilà, Mercedes, s'il vous plaît, donnez-lui une prolongation. C'est un pilote qui est tout bonnement exceptionnel, qui est beaucoup trop sous-estimé. Je comprends qu'on ne peut pas passer à côté de Max Verstappen. Mais là, la situation est claire. Max Verstappen l'a dit lui-même, il compte rester chez Red Bull. Prolonger George Russell, s'il vous plaît. On continue avec d'autres tops. J'aimerais bien vous parler d'Aston Martin. Aston Martin qui nous a sorti un très bon Grand Prix. 5e position pour Fernando Alonso. 7e position pour Lance Stroll. Bien joué aux deux pilotes. Aston Martin, ils ont vraiment tout fait dans l'ordre, envie de vous dire. Ils savaient qu'ils arrivaient sur un tracé où il n'y avait pas énormément de virages rapides. La plus grosse faiblesse de la Aston se trouve dans les virages rapides. Là, on est sur un circuit plutôt lent où il faut un gros appui. Ce n'est pas tellement difficile de trouver la bonne configuration parce que tu sais très bien que tu vas partir sur une config d'appui maximal. Ils ont été bons en qualification, en course, on est sur quelque chose de similaire, stratégie à un seul arrêt, c'était la meilleure stratégie à choisir aujourd'hui. Alonso il va s'arrêter au 40e tour de course, Stroll au 37e tour de course, ils vont aller jusqu'au bout. Encore félicitations à Aston Martin qui était 8e au classement constructeur avant ce Grand Prix et qui remonte à la 6e position avec un point de plus que Sauber. En parlant de Sauber, n'oublions pas Gabriel Bortoleto que je vais mettre dans les tops. Pour la deuxième fois d'affilée, le jeune pilote brésilien se hisse dans le top 10 et là, il va nous chercher une 6e position. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon avis n'a pas du tout changé. Depuis les évolutions qui ont rapporté plus d'appui, qui ont rapporté plus de stabilité à la monoplace, que ce soit Nico Hülkenberg ou Gabriel Bortoleto, les deux pilotes s'en sortent bien mieux. L'évolution de la Sauber est totalement visible depuis ce début de saison et cela donne sans aucun doute une meilleure compréhension et surtout beaucoup plus de confiance aux pilotes. Et le dernier pilote que je vais mettre dans les tops aujourd'hui, Liam Lawson, qui a retrouvé tout son talent, je trouve, depuis quelques Grands Prix. Il s'est lancé à la 9e place aujourd'hui, il termine à la 8e position grâce à une bonne stratégie. Il s'arrête au 41e tour de course, donc pas trop tôt mais pas trop tard non plus pour perdre du rythme. Que ce soit Alonso, Bortoleto, Stroll ou Lawson, ils étaient à peu près tous dans la même zone du circuit, un peu dans un train DRS qui a permis à Lawson de récupérer une position aujourd'hui. C'est la stratégie à 2 arrêts de Max Verstappen. Donc j'applaudis la performance de Liam Lawson, c'était pas non plus chose facile de résister face à la Red Bull. Donc on est parti désormais pour les flops et je vais pas passer par 4 chemins et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi. Aujourd'hui on avait un pilote Ferrari qui s'est lancé en pole, qui a fait 40 tours en tête, avec une stratégie similaire à celle de son principal poursuivant, Oscar Piastri. Il s'arrête au 20e tour, puis ensuite il re-rentre au stand. Et pourtant, il arrive à la 4e position, avec une baisse de rythme. Je vous montre une image, hein. Ça c'est le rythme de Leclerc.
pendant les 2 tiers de la course, arrivé sur le dernier relais, regardez la chute, mais c'est une chute, hein. Là c'est même pas une chute, là ils se sont cassés la gueule, littéralement. Avant qu'on revienne à ce problème-là, moi j'aimerais juste revenir dans le principal, avant toute chose. Depuis ce début de saison, la voiture, la SF25, est une énigme. Puisque oui, là c'est pas les pilotes que je pointe du doigt, je sais que là en ce moment, il y a une petite polémique autour de Lewis Hamilton avec ses déclarations qui nous dit que Ferrari aurait dû peut-être prendre un autre pilote. C'est un pilote qui est dans le mal, ça se comprend. Lewis Hamilton reviendra, j'en suis sûr et certain. Maintenant, si je reviens au plus gros problème de la Ferrari, si je reviens en ce début de saison, la SF25 avait un énorme problème de hauteur de caisse. Tu ne pouvais pas abaisser la hauteur de caisse puisque ça use le fond plat et donc ça pose un énorme problème par la suite. Ferrari se doit donc de surélever la monoplace, ce qui crée une instabilité à l'arrière. On nous rapporte un plancher qui fonctionne mais qui ne donne pas un énorme gain de temps. On nous rapporte une nouvelle suspension arrière, une suspension arrière qui je trouve a eu un effet positif. Et là, on nous rajoute encore un autre problème et j'ai la nette impression que ce changement de fond plat, ce changement de suspension arrière n'ont pas réglé le problème de hauteur de caisse. Ils ne l'ont pas réglé. Parce que ce qui s'est passé pour Charles Leclerc à la fin de ce Grand Prix, c'est tout bonnement inacceptable. Comment une monoplace avec 75 kg de carburant peut être plus rapide qu'une monoplace avec 25 kg? Là où tous les autres gagnaient 2 secondes au tour, Charles Leclerc il en perdait 2 à la fin de ce Grand Prix. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me suis mis à réfléchir. Ça peut être un problème de température, parce que là on avait des températures un petit peu plus fraîches. Ça peut être un problème de gestion de carburant, peut-être que Charles à la fin de ce Grand Prix était en économie. Après la course, Ferrari nous a informé que c'était un problème sur le châssis de Charles Leclerc. Je vais être totalement honnête avec vous, j'y crois pas vraiment. J'ai plus l'impression qu'ils essaient de cacher le problème. Charles même avait des coupures moteurs lors de la course. Moi, si je vous donne ma théorie, ça peut venir de 2 choses. Pour moi, c'est soit dû aux coupures moteurs, parce que à partir du moment où Charles a fait quelques changements, puisqu'il a changé son mode moteur, c'est des changements qui sont par moments irréversibles. Tu peux pas revenir en arrière. À partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Donc ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est peut-être dû à la pression pneumatique. Et c'est là où j'en reviens au problème de hauteur de caisse, puisque si Ferrari a augmenté la pression des pneus, c'est peut-être pour surélever la monoplace pour, encore une fois, économiser le plancher de la voiture. Puisque l'augmentation de la pression des pneus n'est pas à prendre à la légère, mais pas du tout, hein. Ça peut te changer le comportement de ta monoplace. Charles est parti en médium, puis ensuite il a mis les durs pour remettre des durs. C'est lors du dernier relais que c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est peut-être pour cela aussi que Ferrari n'avait pas envie de révéler le problème publiquement, quoi, par peur peut-être qu'il y ait une enquête. Après, c'est pas illégal hein, de changer la pression des pneus, même sous parc fermé. Donc peut-être que c'est dû à cela, mais j'ai peur que ce problème de hauteur de caisse revienne et reste jusqu'à la fin de cette saison, parce que c'est difficile à gérer. C'est trop difficile à gérer. Tu ne peux pas tout changer sur ta monoplace, tu ne peux pas ramener n'importe quelle évolution. En plus, là, on est dans une saison de transition. Donc tu peux pas te permettre de trop dépenser cette année. Maintenant, si je reviens sur la course de Leclerc, il n'y a pas eu que la voiture qui a posé problème. Je pense que la stratégie aussi n'était pas vraiment au rendez-vous. Sur le premier relais, il a voulu couvrir Piastri. Sur le deuxième, il s'arrête avant Piastri toujours hein, pour couvrir le pilote australien. Ce n'était pas du tout la bonne stratégie à faire. Donc ça lui a rajouté une autre difficulté. Pour Lewis Hamilton, il n'y a pas grand-chose à dire. Il part 12e, il part en pneus durs. Il a perdu énormément de temps sur son premier relais. Puis ensuite, il va mettre les pneus médiums, mais il ne pourra même pas rattraper. Donc, Lewis Hamilton, qu'on ne sent pas du tout en confiance avec cette monoplace, pense qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas sur la monoplace, que ce soit aérodynamique, que ce soit... j'ai entendu parler des freins, voilà, des freins qui sont tout de même différents de ceux qu'il avait chez Mercedes. Donc, Lewis Hamilton a du mal à s'adapter. Moi, je lui en veux pas à Lewis Hamilton. On sent que ça lui fait mal de ne pas pouvoir donner tout son potentiel. Et on le connaît, Lewis Hamilton. J'ai pas besoin de vous expliquer qui est Lewis Hamilton. Je suis persuadé qu'il reviendra et j'espère vraiment qu'ils réussiront à trouver d'où vient le problème de Lewis Hamilton avec cette SF25. Donc on a terminé concernant Ferrari, je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est vraiment cruel pour les pilotes, je vous jure, ça me fait mal de voir les pilotes dans ce genre de situation. Charles Leclerc, on a pu sentir toute sa frustration, que ce soit à la radio, je crois que c'est la première fois que je l'entends parler comme ça, quoi. Il était vraiment en colère, et à juste titre. Mais Charles Leclerc, on le sentait hors de lui, et même sur la piste. Sur la piste, il était ultra agressif, il se décale au freinage. Des manœuvres que Charles n'a pas l'habitude de faire. Charles Leclerc a toujours été un pilote qui défend de manière assez propre. Là, il était totalement dans de l'agressivité. Il va se prendre 5 secondes de pénalité qui sont justifiées. Selon moi, tu ne peux pas te décaler sur la zone de freinage. Mais ouais, c'est cruel pour les pilotes, c'est dommage. Aujourd'hui, tu pars en pôle, tu te retrouves à la 4e position. Il y avait bien mieux à aller chercher.
Autre flop que je vais passer assez rapidement, j'en ai quelques-uns en tête. Tout d'abord, Williams, Sainz 14e, Albon 15e. La Williams a eu du mal pendant tout le week-end, c'est tout à fait normal. On sait que la plus grosse faiblesse de la Williams se situe dans les virages lents. Là, on est sur un circuit avec 80% de virages lents, donc je ne m'attendais pas à une énorme performance des Williams. Pareil pour Haas, que ce soit Birman ou même Esteban Ocon. Birman a dû abandonner pour des problèmes aérodynamiques, Ocon est resté en piste. Mais bon, même pour Ocon, la stratégie n'était pas au rendez-vous, on l'a arrêté beaucoup trop tôt, ça a été l'un des premiers pilotes à s'arrêter, il part en médium. Au 15e tour, il met les durs pour aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. Il ne pouvait pas tenir le rythme de la concurrence en fin de course, ça me paraît assez normal. Et je n'oublie pas non plus Alpine, 18e, 19e, donc 18e position pour Franco Colapinto, 2 arrêts, 19e position pour Pierre Gasly, un seul arrêt, mais un arrêt qui est arrivé beaucoup trop tôt. De toute façon, il pouvait faire n'importe quelle stratégie, ça n'aurait rien changé au résultat final. C'est une voiture qui n'a pas de traction, qui n'a pas d'adhérence, qui n'a pas de motricité en sortie de virage. Le premier, le 11e, le 13e virage, c'était une catastrophe. Donc là, je pense que c'est assez clair. Hein. Quand la Alpine arrive sur un circuit où il faut un très gros appui, où il y a beaucoup de virages lents, elle ne s'en sort pas du tout. Et ça s'est vu ce week-end. Et on termine avec le dernier flop. Bon, Red Bull, je suis obligé de les mettre, hein, que ce soit Max Verstappen, Tsunoda ou même l'écurie. En général, je suis pas surpris. Je suis pas surpris pourquoi? Puisque on est sur un circuit du Hungaroring similaire à celui de Monaco. Un circuit avec de nombreux virages lents, une configuration à appui maximal nécessaire et très peu de ligne droite, ce qui est l'un des points forts de la Red Bull. Donc cette performance est peut-être à l'image du circuit. Après, je m'attendais à mieux, mais bon, si je vous parle un petit peu plus précisément des pilotes, j'ai même pas envie de leur en vouloir. C'est à peu près le même scénario que pour les pilotes Ferrari. Et si je parle un petit peu plus précisément de Max Verstappen, déjà, qui n'avait pas de performance, qui n'avait pas de grip, pas d'adhérence avec sa monoplace. La stratégie ne l'a pas aidé non plus puisqu'il a fait une stratégie à 2 arrêts. Donc week-end à oublier totalement pour Red Bull. Et ces 3 semaines vont en faire le plus grand bien, je l'imagine, pour se reconcentrer sur la seconde partie de saison. En tout cas les amis, on a terminé pour les top flops. N'oubliez pas de me laisser les vôtres, comme toujours, dans les commentaires. Je serais curieux également de connaître votre avis concernant le court passage que j'ai enlevé dans les débriefs, puisque là j'ai enlevé le résumé de la course. Est-ce que ça vous plaît, voilà, qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec les top flops? Dites-moi tout comme d'habitude. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie d'avance. Passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.